tous les poissons, enfin vous voyez, ce genre de questions très concrètes. Donc ça, c'est le travail de Elinor Ostrom et puis son équipe qu'on appelle l'école de Bloomington, qui ont fait ça depuis les années 70. Mais en fait, ce qui a été radicalement nouveau, c'est à partir du moment où les ingénieurs de l'Internet ont décidé que cet Internet-là serait un commun. Alors, ils n'ont pas utilisé les termes, mais ils ont commencé par dire Internet ne peut appartenir à personne, c'est trop important comme changement de la société, et ça dès les années 80, c'est trop important comme changement de la société pour que quelqu'un puisse dire c'est mon Internet. Voilà. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, l'ordinateur ou le téléphone mobile qui permet d'accéder à l'Internet, il appartient à vous, enfin à celui qui accède. Le réseau, il appartient à des grandes entreprises comme Orange, Bouygues, etc. Et le serveur, il appartient aussi à d'autres grandes entreprises, que ce soit les très grandes comme Google, Amazon, ou les moyennes comme Le Monde ou le Nouvel Obs. Voilà. Donc avec ces ensembles privés-là, comment dire en fait que l'Internet est un commun? Et en fait, c'est que l'Internet, c'est les protocoles. C'est ce qui fait que ces trois outils, le serveur, le réseau et le poste de lecture, arrivent à marcher ensemble. Et ça, les ingénieurs de l'Internet ont en permanence bagarré pour que personne mette les normes, pour que personne mette des brevets, pour que personne, en fait, s'approprie ces protocoles de l'Internet et donc laisser ouverte l'innovation. Et donc, ce qui a redonné un renouveau au commun, c'est on s'est aperçu qu'un commun mondial pouvait exister et qu'il était plus efficace que les modèles propriétaires qu'on avait avant. 2, qu'il y a des gens qui se battent pour que ça existe. Donc, qui ont fait que les normes étaient ouvertes, que le travail était public, que tous les ingénieurs pouvaient y participer. Enfin, donc il y avait un mode de gestion collective, d'engagement individuel avec l'Internet. Et puis, troisièmement, l'Internet lui-même a donné des nouveaux outils de coordination. Voilà. Et donc, c'est ça qui est essentiel, c'est que si on veut avoir des nouvelles formes d'organisation, il faut avoir des nouvelles formes de coordination entre les gens. Et l'Internet, alors on le voit dans un commun comme Nuit debout, c'est-à-dire une manière de s'auto-organiser, de s'auto-gérer, peut s'appuyer sur des équipements numériques. Voilà. Donc Internet, c'est en ce sens qu'il a redonné à nouveau à la question des communs. Je vais m'arrêter là, parce que le mieux, c'est de revenir après sur le débat. Ok, donc si vous voulez poser une question ou faire une remarque, vous levez la main. Il y a Emilio qui est là, qui va prendre votre tour de parole. Et je crois que c'est monsieur en premier. Je sais pas à quel point je peux tirer le fil en fait. Oui, bonjour. Justement sur cette question-là, moi je me suis posé la question depuis le début de Nuit debout sur l'utilisation d'outils Facebook qui sont loin justement d'être dans l'open source. Parce qu'effectivement, c'est comme si on utilisait une arme qui est maniée par les autres. C'est une question, alors je sais, c'est pas évident parce que Facebook c'est utilisé par tout le monde, et il faut savoir qu'il y a des outils comme Diaspora qui sont beaucoup plus riches, fonctionnellement beaucoup plus riches, qui pourraient être utilisés, et d'ailleurs qui auraient là aussi l'avantage d'être beaucoup moins utilisés par ceux qui nous écoutent à des fins pas toujours bienveillantes. Parce qu'ils ne savent pas forcément l'utiliser, c'est facile à utiliser, hein, mais donc première question. Sinon j'ai une deuxième question aux auteurs, enfin aux présentateurs, concernant les outils collaboratifs. Actuellement dans une entreprise, ce qui vient à l'esprit, c'est soit Microsoft 365, soit vous avez aussi Google for Apps, qui se présente comme étant une plateforme libre, et d'autres outils qui sont vraiment en open source pur, comme notamment OpenPass. J'ai aucun lien avec ces organisations, même la dernière. Donc l'idée, évidemment, c'est comment décrypter celui qui est vraiment open source. Alors moi, il y a une réponse pour le dernier, c'est notamment savoir si au niveau des formats, est-ce qu'on est propriétaire du format des données. Il y a peut-être d'autres réponses, et là je soumets la question aux gens qui sont là pour savoir comment déceler, décrypter celui qui est véritablement open source, en dehors du fait de la propriété de données. C'est peut-être plusieurs questions. C'est Jean, et après Denis. Et s'il y a des femmes qui veulent parler, vous passez avant tout le monde. Je
partage un peu moins d'innovation, d'enthousiasme sur ce système de Fab Labs. Et je me pose la question si c'est pas de tomber dans un espèce de panneau. C'est pas assez fort. Si c'est pas tomber dans un espèce de panneau de l'innovation systématique, de la création, de la production et éventuellement de la vente, de création de nouveaux produits. Et si finalement le changement il n'est pas dans un retour à des solutions plus simples, à l'adaptation, par exemple à cette perte d'humain, à l'entraide. Quand on voit notamment, c'est un très bon exemple, le système de la prothèse, puisqu'on voit que beaucoup de gens qui essayent ce genre de prothèse finissent par les enlever parce que c'est pas si pratique que ça. Est-ce que finalement la solution est bien dans cette surinnovation et dans cette surparticipation et cette surproduction, plutôt que dans un système d'entraide où on pourrait partager, utiliser les mains des autres par exemple, et fournir son cerveau aux autres. Tony ? On fait 3 par 3 en fait. Allez, non, mais ça répond pas aux questions posées, c'est pour ça. Alors, je voulais simplement partager une expérience. Je travaille dans une coopérative d'activité d'emploi et vous avez mentionné en effet de nouvelles formes de travail. Et aujourd'hui, vous avez des coopératives qui vous permettent, quand vous êtes porteur d'un projet, de pouvoir trouver un espace de travail. Si vous commencez à facturer votre activité, vous n'avez pas besoin de construire une structure juridique, vous bénéficiez de la coopérative et vous êtes salarié de cette coopérative. Donc, en quelque sorte, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire indépendant et salarié. Au bout de 2 ans, si votre projet commence à prendre forme et que vous sentez une âme d'entrepreneur, ou en tout cas d'indépendant vraiment, vous créez votre structure et vous sortez de la coopérative. Vous pouvez rester en réseau avec cette coopérative, mais vous avez eu comme ça tout un temps d'essai et d'accompagnement. Mais si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous ne voulez pas subir ce diktat de l'entrepreneuriat aujourd'hui, eh bien vous pouvez devenir coopérateur de cette coopérative et rester dans ce réseau-là. Alors ça, c'est des approches hybrides qui sont tout à fait concrètes et opérationnelles aujourd'hui, qui vous permettent de bénéficier d'une protection sociale égale à tout salarié, la plupart du temps en CDI, assez vite en tout cas. Et alors vous allez me dire, le numérique, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous retrouvez dans un réseau de personnes qui chacun ont leur projet, vous partagez de l'info, et pour ça le numérique est quand même assez approprié. Vous pouvez avoir un réseau assez étendu de coopération, et vous pouvez justement coopérer avec d'autres entrepreneurs ou coopérateurs pour monter des projets à plusieurs. Et là, on a commencé par exemple dans notre coopérative à organiser une bourse d'échange de savoir et d'expérience, justement pour reconnaître un peu toutes les compétences, les savoir-faire et les parcours de vie de chacun, pour gagner en intelligence collective et de cette façon pouvoir monter des projets plus ambitieux à plus grande échelle. Voilà, donc je voulais simplement relater cette option aujourd'hui de travail qui mobilise le numérique et qui est tout à fait concrète. Ah oui, mais c'est ça la question. Vous aurez la parole après, vous vous inscrivez sur le tour de parole. Alors, je vais répondre à la question sur les Fab Labs, qui est une très bonne question. D'abord, moi je n'ai dans mon intervention... Oh putain. Non, c'est l'enceinte. C'est l'enceinte. Petite coupure d'électricité. Sinon, je peux essayer à cappella, mais bon. J'essaye à cappella. Bon. On voit notre micro là, ça va pas aller. Non, cette question de l'innovation, elle est effectivement, c'est une très bonne question. Parce que l'innovation, c'est un mot valise. Parce que dans l'innovation, à l'heure actuelle, on met tout et n'importe quoi. Effectivement, l'exemple de la prothèse. Ça va, vous entendez? Ah, j'approuve. On met l'exemple de la prothèse avec Uber, qui est une innovation, mais la pire des innovations en soi. Donc,
déjà, il faut une critique de ce mot innovation. C'est comment est-ce qu'on répond aux besoins humains et qui détermine les besoins humains. C'est là la vraie question, la véritable question. La deuxième question, c'est que à l'intérieur des Fab Labs, c'est pas un lieu mirifique, hein, les Fab Labs, les hackerspace, etc. C'est un lieu où il y a effectivement tout le temps de la bagarre. Tout le temps de la bagarre parce qu'il y a tout le temps l'idée de récupérer comme Internet, comme les logiciels libres. Les gens qui programment le plus de logiciels libres sont souvent des employés d'IBM, entre parenthèses à l'heure actuelle. C'est un lieu où il y a de la contradiction. Mais c'est en même temps un lieu qui conteste l'obsolescence programmée, qui pose les questions de comment produire autrement et comment répondre aux besoins humains autrement. Donc en ça, c'est comme Wikipédia, c'est un champ de bataille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du contradictoire. C'est que les gens, ils peuvent intervenir. C'est que les gens, ils ne sont pas désarmés là-dedans. Et donc, effectivement, il y a toujours un rapport de force dans un Fab Lab. Il y a toujours un rapport de force. Il y a toujours des gens qui veulent prendre, à bon ou mauvais escient, le pouvoir. Et effectivement, il peut y avoir de la dérive. Oui, le projet de la main mécanique, ça peut faire peut-être un futur Google de la prothèse. Oui, mais en même temps, c'est pas nécessairement fatal. C'est une question de débat et de rapport de force et de question comment on passe d'un modèle à l'autre, d'un modèle qui pour l'instant est minoritaire à un modèle qui est encore fragile, mais qui peut devenir à terme dominant. Et toute la bagarre, c'est qu'on est dans une période de transition. Voilà. Voilà. Bon. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais... Oui, bah moi, juste quelques mots pour ce qui définit un logiciel libre, c'est vraiment, ce sont les licences. Un logiciel qui est sous une licence qui donne à tout le monde les 4 libertés de l'exécuter, de le copier, de le modifier. Donc... est un logiciel libre. Donc tout logiciel qui a ces 4 libertés est un logiciel libre. Après, la question qui était intéressante, c'était finalement, on est tous un peu dans une... C'est bon? Oui, voilà. C'est la question de savoir finalement, eh bien, est-ce qu'on peut vraiment n'utiliser que des logiciels libres? Et on est tous un peu dans ce dilemme moral, si vous voulez. Moi, en général, quand j'explique aux gens ce que sont les logiciels libres, les gens sont assez convaincus du fait que c'est mieux d'avoir des logiciels qui permettent la circulation du savoir, qui permettent d'avoir une sorte de souveraineté sur nos technologies, qui permettent la collaboration d'informaticiens. Finalement, toutes ces idées-là sont assez séduisantes pour la plupart des gens. Mais effectivement, concrètement, en tant qu'individu et puis en tant que mouvement sociaux, en tant qu'organisation collective, on est souvent confronté au fait de se dire bon bah oui, là on aimerait bien, mais les logiciels libres, parfois c'est plus compliqué, et puis il y a des effets de réseau. Alors Diaspora, c'est très bien, mais vu que tout le monde est sur Facebook, c'est compliqué de migrer vers Diaspora, etc. Donc, si vous voulez, moi je ne crois pas vraiment à la pureté morale totale, donc je pense qu'il faut vraiment expliquer les avantages et l'importance des logiciels libres, mais aussi ne pas être conscient du fait que c'est parfois on est toujours dans cette sorte d'arbitrage où parfois on transige un peu mais en essayant de le faire moins possible. Et c'est vrai que je sais bien qu'ici aussi c'est des discussions qu'il y a eu beaucoup, notamment avec la commission numérique, avec cette idée qu'il faut effectivement donner la priorité aux logiciels libres autant que possible, essayer de développer des alternatives libres quand elles n'existent pas, essayer de les rendre les plus faciles à utiliser, les plus user-friendly possible pour que le plus de gens possible puissent s'en emparer. Et je pense que comme ça, petit à petit, on peut libérer de plus en plus de logiciels, sachant que bon, parfois, il est compliqué de renoncer complètement au logiciel propriétaire. Et donc, voilà, effectivement, c'est pas satisfaisant, mais parfois, j'en utilise moi-même. Nuit debout, on utilise parfois aussi. Mais je pense que la lutte continue et on peut libérer des pans de plus en plus importants de notre informatique au fur et à mesure. Et juste un mot sur la question la troisième question, c'était donc sur ces coopératives d'activité et d'emploi, qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, effectivement un modèle très intéressant. Par exemple, c'est le modèle de Copanam à Paris. Donc c'est ce statut d'entrepreneur salarié. Vous êtes à la fois entrepreneur, mais vous êtes salarié de la coopérative pour avoir une certaine protection sociale. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ce modèle, il est très ingénieux, il est très séduisant, mais il vient aussi du fait qu'en France, on a un gros problème qui est que la protection sociale des indépendants, eh bien, elle est nulle. Elle est vraiment extrêmement déficiente par rapport au régime des salariés. Donc c'est pour ça qu'il faut hacker le salariat pour faire en sorte que des indépendants puissent
dans ces coopératives avoir quand même accès à une forme de protection sociale. Donc les coopératives d'activité d'emploi, c'est très bien, mais la question aussi qu'il y a derrière, c'est comment on fait pour améliorer le régime de protection sociale des travailleurs indépendants et faire en sorte que la sécurité ne soit pas réservée uniquement aux salariés, mais aussi aux gens qui ont des formes de travail non salariés. Il me semble que ça, c'est une vraie question. Est-ce que tu as beaucoup de gens sur la liste ces deux questions. Oui, c'est un débat-conférence. Conférence-débat. Merci. Vous avez le titre sur le nom du Péri. Oui, je voulais dire tout à l'heure, parce que j'ai entendu des trucs qui m'ont un peu... Internet, ça date de... L'idée d'Internet, ça date de 1941, décembre, 1941. Alors, c'est pas une idée nouvelle, c'est une vieille idée qui a mis du temps à se développer. En 83, l'armée américaine a fait don du protocole IP à l'humanité. Merci à l'armée américaine. Et ça s'est développé assez rapidement. Bon, aujourd'hui, l'idée d'Internet, c'était de dire au fond, finalement, chaque serveur est à la fois un serveur et un récepteur. Donc c'était l'égalité totale, c'était très bien. Aujourd'hui, on peut dire, grosso modo, que grâce à Google, grâce à Apple, grâce à des boîtes comme ça, on est revenu à l'idée du super Minitel, quoi, le supermarché du Minitel, quoi, voilà. Et parce que finalement, toutes les applications dépendent de ces gens-là, et il faut savoir que, regardez par exemple la dernière pétition qui a circulé sur change.org. Hein, elle a recueilli déjà plus d'1,5 million de signatures, hein, et ça fait 1,5 million de personnes qui sont fichées dans une boîte dont le siège est en Californie, hein, et voilà, bon, c'est une remarque. Alors effectivement, il est temps de trouver des logiciels libres, parce que, quand je dis logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels qui ne soient pas surveillés. Regardez par exemple Framasphère, par exemple. Eh bien, il y a une liberté des données, tout du moins c'est ce qu'ils disent, et peut-être qu'il faut vérifier, mais en tous les cas, il y a une liberté. Alors, sur le plan de l'utilisation de l'informatique par le système néolibéral, c'est simple. Ils savent tous ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on fait, etc. Parce que, effectivement, la grande majorité de nos contemporains parlent pour des raisons qui m'échappent un peu, mais sur lesquelles je soupçonne l'ego. Ils parlent d'eux-mêmes et ils racontent leur vie. Et comme ils racontent leur vie, ben, c'est enregistré dans des immenses fichiers. Hein, et derrière, on peut leur vendre n'importe quelle idée, n'importe quel produit, n'importe quoi. Et je pense qu'il faut réagir contre ça. Il y a une dernière remarque par rapport à l'informatique. Hein, c'est qu'il y a une donnée qui a été vérifiée, c'est qu'en 2030, la consommation d'électricité, rien que pour le réseau Internet, sera équivalente à ce qu'elle était pour l'ensemble de la planète en 2008. Donc ça laisse quand même un peu à réfléchir aussi. Voilà, Gilles. Bonjour. Moi j'ai juste une question et je voudrais qu'on en discute tous ensemble si c'est possible. Est-ce que le revenu universel pourrait être une solution pour que les gens soient disponibles et apporter leur savoir, leurs compétences gratuitement? Voilà. Une dernière question, Yousri. Ok, alors donc on a bien compris que le numérique était potentiellement très oligarchique ou très potentiellement très démocratique. Et en fait, pour moi, le logiciel libre, par rapport à l'exemple, en fait, le logiciel libre c'est super cool, mais si on n'apprend pas les gens à comprendre un peu comment, comprendre en gros, par exemple, dans un logiciel libre, bah, ça va pas nous prendre des données en fait, ça sert pas, le pouvoir va juste revenir en fait aux gens qui savent développer ce genre de choses indirectement en fait. Et pour moi, du coup, on est obligé d'avoir une sorte d'éducation populaire au niveau de l'informatique.
sais pas pour vous, mais en gros, on est un peu obligé de dire à tout le monde devrait un peu savoir coder dans un futur proche, sinon enfin, le pouvoir va juste se transmettre aux gens qui vont savoir coder en fait, et enfin au moins les gens qui comprennent l'informatique. Voilà, je veux savoir un peu votre position là-dessus. Oui, moi je vais reprendre un peu la deuxième intervention, enfin l'avant-dernière intervention. Je crois qu'il faut qu'on soit ni techno-BA, ni technophobe. Internet, comme c'est une gigantesque place publique. Donc bien sûr, il y a des rapports de pouvoir, il y a des combats. Dans une place publique, il faut effectivement, tout ce qui a été dit fait partie des éventuels risques ou déjà ce qui se met en place. Mais en même temps, il y a des forces de résistance énormes. Et il y a des forces de subversion et de détournement. Regardez sur Uber. Effectivement, il y a Uber et tout ce qui se développe autour du capitalisme de plateforme. Mais en même temps, Uber, en face, il y a les chauffeurs Uber aux États-Unis qui se sont révoltés, qui ont fait une class action et qui sont en train de gagner la requalification de leur contrat. Par ailleurs, partout se commencent à se développer des coopératives de données qui sont co-gérées par les usagers et les contributeurs et ceux qui fournissent les services. Donc effectivement, il y a une course de vitesse autour de tout ça. Il y a à savoir qui se saisit de ces outils-là, qui s'en sert, qui les récupère et comment ils sont utilisés. Mais je pense justement... Je me suis pris assez de remarques sur les périscopes que je pouvais faire en manifestation, alors j'arrête. Les problèmes, ça c'est Rifkin et c'est le roman enchanté, ça ne marchera pas comme ça. À l'inverse, si on ne s'en mêle pas, si on n'y va pas et si on ne se donne pas, et ça va y compris, ça questionne l'éducation nationale, mais pas seulement, il faut s'en mêler, il faut s'emparer de ces outils-là, il faut les subvertir, il faut aller jusqu'au bout de la démarche des hackers. Et c'est ça qui est au cœur de cette question-là. Et effectivement, il y a, moi je pense par exemple, vous avez Framasoft, la démarche que fait Framasoft dans notre pays, elle est, et pas seulement dans notre pays, elle est justement citoyenne et permet justement de construire une démarche qui va s'affranchir qui participe à s'affranchir des GAFA, des associations comme l'April, des associations comme la Quadrature du Net, etc. Et effectivement, il y a c'est toute cette question-là, c'est comment on est rentré d'une certaine manière dans le post-capitalisme. Est-ce qu'on le dépasse, le capitalisme, par le bas, et d'une société où ce sera encore pire que ce qu'on connaît à l'heure actuelle du point de vue de l'exploitation, ou au contraire, on est dans l'utopie de la société des libres producteurs associés, utopie qui peut devenir concrète, et comment on s'empare. Et ça, là-dessus, on voit qu'on est à un moment charnière, et où ces rapports de force, ils sont en train de se construire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en mêle, et qu'on s'en mêle tous. Et là-dessus, y compris, je dirais, moi, je regrette que des débats comme la loi numérique, où d'ailleurs le gouvernement s'est foutu de la gueule de tout le monde parce qu'ils ont fait une très belle consultation, mais ils en tiennent quasiment absolument pas compte. Ou alors, sur toutes les lois liberticides qui ont été votées contre, soi-disant pour combattre le terrorisme, mais qui font totalement le contraire, il faut véritablement qu'on s'en mêle. C'est décisif parce que la société de demain se joue autour de ces enjeux-là, et si on s'en mêle pas, effectivement, on peut avoir ce qu'a dit le monsieur qui a parlé juste avant l'avant-dernier intervenant. Oui, on peut tomber ça. Juste une petite chose sur l'écologie. Oui, effectivement, on est déjà... le numérique consomme à peu près autant d'électricité que la 5e puissance mondiale à l'heure actuelle. Cela dit, là aussi, si on y travaille, il peut y avoir des solutions, mais ça prouve aussi que le tout numérique, il est aussi à discuter. Et plutôt que d'avoir des smart fields, moi je préférais avoir des Fab City où on part du bas et pas seulement du haut. Oui. Moi, quand j'entends tout ce qui a été dit, vu avec les lunettes des communs dont je vous parlais tout à l'heure, je découvre une première chose essentielle, c'est la créativité.
Denis qui nous parle de la créativité, comment on va détourner en fait, comment on va hacker les règles, donc ce que tu as très bien expliqué sur le travail indépendant. Comment est-ce qu'on va passer par des coopératives d'activités en fait pour gérer ça. On nous a parlé de Framasphère, qui est une manière de ne pas de détourner en fait l'usage de Facebook. Mais on nous a dit aussi que le mouvement ici, il utilisait les systèmes qui marchent, les Facebook, Twitter, etc. Il y a un proverbe américain qui est très simple qui dit « Go fish where the fishes are ». Il faut aller pêcher là où il y a les poissons, quoi. Et donc de ce point de vue-là, l'usage de ces grandes plateformes, c'est un peu une nécessité puisque nous ne sommes plus dans un monde où ça se construit, mais nous sommes plongés à l'intérieur d'un monde où ça existe. Nous sommes dedans. Et donc ce qui va être un enjeu, c'est aussi comment est-ce qu'on fait en sorte que ces plateformes soient socialisées. C'est-à-dire que quelque part, elles n'appartiennent plus à des gens qui ont un seul objectif, c'est nous vendre de la publicité, quelqu'un l'a très bien expliqué. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ces plateformes servent bien la société dans laquelle on vit? Et ça, ne démissionnons pas, ne croyons pas que ça sera impossible. Ça prendra du temps, il va falloir réfléchir, il va falloir innover au sens de